Alors oui, je voulais juste faire un petit préambule sur certains commentaires que j'ai reçus sur Rumble, donc sur la partie 1 que j'ai faite en français. Bon, j'ai l'impression que la communauté anglophone fait pas beaucoup de commentaires, mais la communauté francophone en fait quelques-uns, donc c'est assez sympa. Et donc je remercie Baby 765 et Gay 098. Issa 987, Perter 87 et David 87. J'ai beaucoup aimé les commentaires, c'était très sympa, très intéressant. J'avoue que j'ai été, particulièrement, frappé par l'intérêt et par les commentaires qui étaient très justes, qui m'a amené certaines, réflexions supplémentaires. Mais effectivement, ce que je pouvais dire à Baby 765, c'est que notre vision de la démocratie, de la liberté, en fait, est façonnée par des événements qui sont relativement proches et pas des événements qui sont lointains. Par exemple, on sait qu'il y a eu des affrontements relativement importants entre Athènes et Sparte, par exemple. Et pourtant, Sparte était une royauté, Athènes était une démocratie, c'était des systèmes politiques très différents. La manière dont l'éducation était pensée, la manière dont le système économique était pensé, était totalement différent entre les deux. Il y a eu des guerres. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, notre vision de la démocratie, on ne sait même plus comment les anciens pensaient la démocratie aujourd'hui. On a un regard très lointain de ça. Par contre, on a un regard relativement proche quand il s'agit de la Révolution américaine ou de ce que je pourrais appeler la guerre d'indépendance. Et ce que j'ai pu vraiment apprécier dans le commentaire de, mmh, de Issa 987 aussi, c'est la fluidité. Donc Issa 987 met en avant la fluidité qui existe entre la transition naturelle qu'il y a entre la révolution américaine et une démocratie plus stable, directe, avec un process démocratique qui va se mettre en place de manière plus rapide, plus stable que la révolution française. C'est ce que je vais aborder dans la partie 2 maintenant, c'est qu'il y a un contexte historique qui est différent et il faut comprendre que les États-Unis est une ancienne colonie, mais qu'il y avait une forme de liberté. Il y avait déjà une forme de démocratie qui se mettait en place. Il y avait une volonté de créer quelque chose de nouveau, mais avec un système beaucoup plus, de démocratie ouverte, OK? Maintenant la guerre de 7 ans a remis ça en question parce que les Anglais voulaient récupérer l'argent qui permettait de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu avec la guerre contre la France et en même temps, ils voulaient obtenir plus de contrôle parce que un empire, c'est un ensemble de monopolies, donc il faut faire vivre le système pour que les gens s'enrichissent et donc de là, la question de l'indépendance était remise en question. Donc ce que l'on peut voir, c'est que véritablement, c'est pas une révolution américaine. C'est une guerre d'indépendance en réalité. Donc on veut s'affranchir de l'empire britannique. Alors que la France est dans un système totalement différent. On voit qu'au niveau de Charlemagne, il y a un système féodal qui se met en place, qui va se mettre en place pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, les gens vont vivre avec une forme d'habitude, certaines habitudes, une certaine, je veux dire, une vue structurelle de la société qui est totalement différente et remettre ça en question en même 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, c'est quasiment impossible. Donc il va se passer 100 ans entre 1789 et 1799, le coup d'État de Napoléon et donc ce qui explique pourquoi il y a eu tant de tumultes, tant de tant de mouvements politiques avec, Mirabeau, avec la trahison de Lafayette, avec tout la mort du roi. Bon, on va y venir à la partie 3. Mais voilà, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour les commentaires et maintenant on va passer à la partie numéro 2. Donc la partie numéro 2, je vais juste partager mon écran rapidement et on va passer à la partie numéro 2. Alors, la partie numéro 2, nous allons attaquer les flammes révolutionnaires. C'est une plongée dans les événements clés, les points décisifs et le leadership de chaque révolution. Désolé, j'ai un petit peu de bruit à côté de moi. Donc voilà, voilà ce que nous allons faire. Donc voilà quel sera, ce que l'on va adresser aujourd'hui et il y aura une mini conclusion à la fin comme à chaque partie que l'on avait pu voir ensemble donc voilà. OK, on va commencer avec la révolution américaine. Alors, juste pour aider, parce que j'ai eu quelques commentaires aussi, des gens qui m'ont dit que, bah, des fois on est un petit peu perdu parce que je passe d'un sujet à l'autre donc ce qu'à chaque fois je vais mettre un sous-titre. Vous allez voir lors du montage
pour mettre un sous-titre à chaque fois qu'on passe à une section à une autre de chaque partie. Ok. Donc maintenant, vous allez voir tout de suite la Révolution américaine, de la rébellion à l'indépendance. Ok. La Révolution américaine a commencé au printemps 1775 avec les batailles de Lexington et Concord. Cela a marqué le début d'un conflit armé entre les troupes britanniques et les milices coloniales. Alors, il y a des événements clés, mais il y a aussi des personnages importants. Donc, ce qui est important dedans, c'est de voir quels sont les personnages importants de chaque partie de chaque révolution. Ok. Donc, on reste sur les États-Unis pour l'instant. George Washington était le chef de l'armée continentale et son leadership a été crucial pour remporter la victoire finale. Ok. Thomas Jefferson a écrit principalement la Déclaration d'indépendance, un texte important qui expliquait les idées philosophiques à la base de la Révolution. Benjamin Franklin était un diplomate, un scientifique et un homme d'État. On pourrait s'arrêter là, mais j'avoue que c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc, Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Il a joué un rôle crucial pour obtenir le soutien de la France pendant la Révolution américaine. Donc c'est un personnage très important parce qu'il a vécu en France très longtemps. Très longtemps. Il a vécu en France pendant presque 10 ans. Ok. Juste pendant la période de la Révolution américaine. Mais il a fait une transition entre la Révolution américaine et la Révolution française, ce qui est fascinant en tant que tel. Ok. Donc en tant qu'ambassadeur américain en France de 1776 à 1785, presque 10 ans, mais bon, il n'est pas en France durant la Révolution française, mais il a initié pas mal d'idées, il a influencé beaucoup avec... c'était vraiment un philosophe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de la société humaine très intéressante. Franklin a séduit la société parisienne par son charme, son esprit et ses talents diplomatiques, parce que c'était un diplomate. Grâce à lui, la France a fourni une aide militaire, mais pas juste une aide militaire constante et militaire et financière constante, essentielle aux colons américains. Sans la France, il n'y aurait pas eu de révolution américaine. Je vais être très clair, hein. Sans la France, ça n'aurait pas pu fonctionner parce qu'il manquait, déjà, ils étaient au ras des pâquerettes au niveau finance, mais sans la France, c'était vraiment cuit. Ok. Ce qui a finalement conduit à leur victoire contre la Grande-Bretagne. Ok. Le séjour de Franklin en France a renforcé sa réputation en tant qu'homme d'État de très haut niveau et un philosophe. Son héritage est aussi célébré comme un symbole de la diplomatie américaine et de la coopération internationale. Oui, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup initié de ces relations, ces échanges culturels entre les deux pays. Il parlait français, très bien français. Il participait énormément dans les salons philosophiques. Il a même participé, je pense, à des loges maçonniques, il me semble. Mais c'était un maçon. Mais un personnage absolument fascinant. Ok. Et un vrai abolitionniste aussi, hein. C'était un abolitionniste assez important. Donc, la guerre d'indépendance a duré 8 ans et a été marquée par des moments clés comme la bataille de Saratoga, qui a permis d'obtenir l'aide militaire française, et la bataille de Yorktown, où les Britanniques ont capitulé. Ok. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire. Bon, j'avoue que je passerai rapidement. Il y a des personnages très importants qui ont permis la transition entre une rébellion et une révolution ou une guerre d'indépendance. Donc il y aura beaucoup d'autres personnages à mentionner, mais bon, voilà, je m'arrête là. Maintenant, la Révolution française de l'Assemblée des États au consulat. La Révolution française a été un événement plus agité et plus complexe, marqué par des changements rapides de pouvoir et d'idéologie. C'est exactement ce que disait ISA 987, c'est que l'idée, c'est que, voilà, il y a une différence entre l'histoire qui est celle des États-Unis en tant que colonie d'un empire britannique et une révolution française qui est marquée par un passé extrêmement lourd de 1000 ans d'oppression, OK? Avec une logique, un cadre social extrêmement lourd et une logique de taxation, vous allez voir qui bon, on a pu en parler pendant la partie 1, mais une logique de taxation où les autres ne payent pas de taxes et toutes les taxes sont sur un seul ordre. Et ça n'a absolument aucun sens. OK, événements clés et personnages. Louis XVI était un roi malchanceux dont l'incapacité à réformer a provoqué la Révolution. Ça, c'est l'approche de base. Moi, je vais développer un petit peu plus. Louis XVI était considéré comme un idiot. On l'a considéré comme un idiot, un simplet.
ok. Avec une femme qui était une manipulatrice et qui voulait vivre une vie de star. Mais, si on compare aujourd'hui, elle veut vivre une vie de luxe. Elle veut vraiment s'éclater, quoi. Elle veut vraiment en profiter. Lui, maintenant, il est considéré comme un simplet qui subit une situation. C'est un roi malchanceux, effectivement, parce que quand on passe après Louis XIV, le roi Soleil, on passe après Louis XV, qui ont vécu, mais dans le luxe, mais c'était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'était abusé. C'était littéralement vider les coffres de l'État, quoi. Donc les gens travaillaient, payaient des taxes, et eux, ils vivaient comme, vraiment, ils ripaillaient, ils en profitaient, mais à 400%. Et la vérité, c'est qu'il y a eu des guerres, il y a eu toutes les guerres de Louis XIV. Et le pire, le pire en termes de dépenses, je pense, ça a été la guerre de 7 ans et la Révolution américaine qui a coûté un fric pas possible. Donc, qui a été fâcheux pour Louis XVI. Puis en plus, on l'a appelé aussi le serrurier parce il était fan de faire des clés. Chacun s'amuse comme il peut, mais lui, il faisait des clés. Donc, pour moi, c'est un simplet, en fait, mais un simplet malchanceux. Dans une situation meilleure, il aurait régné, et puis il serait passé, on serait passé à autre chose. Mais bon, il a été là au milieu de tout ça et a subi un peu la situation. Marie-Antoinette était une reine née en Autriche, connue pour son style de vie luxueux qui représentait les excès de la monarchie. Alors pour un exemple simple, j'ai pris l'exemple de Mirabeau qui dit devant le maître des cérémonies du roi, oui, dites à votre maître, le roi, que nous ne sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bon, et on fait des grandes déclarations comme ça vous marque un homme, ça vous marque l'éloquence d'une personne. Mais elle a dit, on lui a dit, Majesté, vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre du pain sur la table, qui mangent leur soupe, qui n'ont même pas de soupe à manger, ils n'ont même pas de pain, ils n'ont rien à mettre sur la table pour la famille et les enfants. Marie-Antoinette a fait une déclaration comme celle de Mirabeau, hein, aussi belle que celle de Mirabeau. Ah, ils n'ont pas de pain, mais qu'ils mangent de la brioche. Donc, c'est assez drôle. Après, ça dépend comment les gens veulent le prendre, mais elle était fondamentalement détestée par la population française. Détestée par la population française. Les chants qu'il y avait quand on l'a emmenée à l'échafaud, c'était incroyable. Il y a pas mal d'écrits là-dessus, c'est assez drôle. Bon, assez drôle. Ce qui lui est arrivé n'est pas drôle, mais bon, voilà, les chants étaient assez drôles. Robespierre était par contre, lui, un chef jacobin radical associé à la terreur pendant la Révolution française. Alors, là, en partie numéro 3, je vais vraiment développer sur Robespierre. Il y a plein de choses à dire sur Robespierre, qui pour moi était un homme plus complexe que ce qu'on veut bien dire. C'était pas un gars assoiffé de sang. Je pense qu'il y avait autre chose derrière. Et c'est un gars qui s'est laissé entraîner dans la folie du pouvoir, de mon point de vue. Mais il y avait aussi une forme de compétition à distance entre Robespierre et Napoléon Bonaparte, qui lui était un génie militaire, qui venait de Corse, qui est jeune, il est rentré dans une académie militaire sur la métropole française, proche de Paris, à Joinville, ou je sais plus quelle ville. Et on peut dire que, ouais, à certains niveaux, que c'était un génie militaire, mais aussi un fin politicien. C'était un très très fin politicien, très intelligent. Maintenant, pour Napoléon Bonaparte, ce qu'on peut dire aussi, il y a aussi cette légende de l'Antéchrist. Donc, comment dirais-je? Vous pouvez le voir à l'écran là que Nostradamus, au 15e siècle, 15e ou 16e siècle, a fait certaines prédictions. Et il a prédit qu'il y aurait 2 antéchrists. Il a clairement nommé Napoléon Bonaparte et Hitler. Ok. Il y a un troisième antéchrist qui viendra, mais on ne sait pas. Tout le monde dit 2030, mais on ne sait pas vraiment. Donc, c'est une personne, un génie militaire, mais qui est quelqu'un absolument corrompu moralement et financièrement, qui emmènera avec lui des millions de personnes à la mort. C'est vraiment un boucher, quoi. Un vrai boucher. Donc, la révolution a commencé avec la réunion des États généraux. Comme je le disais auparavant, pour moi, la Bastille, c'est une conséquence. C'est un événement, c'est un épiphénomène qui marque une expansion en fait de la révolution. Mais le premier mouvement, c'est bafouer l'autorité du roi, avec le tiers-État qui se nomme Assemblée nationale, qui refuse d'obéir à la volonté du roi et se déclare comme ne se dissoudra pas tant qu'elle n'aura pas donné une constitution à la France. Donc, encore une fois, la Révolution française a commencé avec la réunion des États généraux.
et la création de l'Assemblée nationale. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marque une rupture symbolique avec l'Ancien Régime. C'est quasiment la fin, après on va attendre le 4 août, mais le 4 août c'est la fin du système féodal et de l'Ancien Régime. Après cela, il y a eu la terreur, une période de purge et d'exécution radicale. Finalement, la Révolution aboutit à la création du consulat, avec Bonaparte comme premier consul. Et là, on passe très rapidement, en quelques années, on passe d'une république à un régime autoritaire. Alors, la logique du consulat, on s'appuyait sur l'image de Rome, parce que l'image de Rome, elle avait des débuts, quand c'était encore une république, il y avait des consuls. Donc voilà. Maintenant, comparaison de leadership. Les deux révolutions ont engendré des leaders puissants, mais la nature de leur leadership était très différente. Euh, George Washington était connu pour sa capacité à rassembler les gens autour d'un accord et pour ses compétences en stratégie militaire. Alors, il faut comprendre qu'il y a une transition entre la rébellion contre l'Empire britannique et une transition, une guerre d'indépendance. Et cette transition, il faut avoir une forme de consensus. Et l'homme qui a mené le consensus, toujours, ça a toujours été George Washington, malgré toutes les discussions très enjouées, très fiévreuses. C'est toujours l'homme qui a ramené le consensus, qui était le leader incontesté. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tentatives de le faire assassiner, notamment. Tandis que Napoléon était plutôt un homme charismatique et autoritaire, et naturellement quelqu'un je dirais moralement corrompu. Ok. J'en dirai un peu plus hein, dans la partie 3. Napoléon, je vais prendre un malin plaisir à parler de lui. La Révolution américaine a mis en avant le contrôle civil de l'armée. Alors, c'est quelque chose qui est toujours valable aujourd'hui. Le Commander-in-Chief aux États-Unis, c'est toujours un homme issu de la société civile. Ce n'est jamais un militaire. Ok, on n'a jamais vu un militaire devenir président des États-Unis. C'est très rare. Ce n'est jamais arrivé. Ok. Tandis que l'ascension de Napoléon au pouvoir était étroitement liée à des succès militaires. Parce qu'il y avait un manque de généraux à l'époque. Il fallait des gens pour euh, agir durant les campagnes de guerre révolutionnaire. Et donc, lui, on le prend parce qu'il a une capacité militaire. Et on dit que sa capacité militaire lui donnera le leadership naturel de, de, de diriger la France, mais il va le transformer naturellement dans une monarchie. Ok. Donc, la révolution et ses impacts sur la société et les conditions de vie. Euh, donc, la révolution les révolutions, la Révolution française est une société avec une structure de classe rigide, comme vous pouvez le voir avec le tableau, où l'aristocratie et le clergé oppressent, tandis que le tiers-état lutte contre la pauvreté et la faim. Mais quand je dis la pauvreté et la faim, c'est la limite de la survie. Il faut comprendre que les gens avaient à peine de quoi manger, ça travaillait toute la journée, ils étaient traités vraiment comme du bétail. Euh, donc, et puis, il y a des impôts élevés. Donc, il y a vraiment la main mise sur eux, les taxes, et sans représentation quelconque ou de participation politique. La révolution américaine a été motivée par le ressentiment des colons envers la domination britannique et leur volonté d'indépendance. Mais encore une fois, si on revient à la logique, il n'y a pas de révolution en réalité. C'est vraiment une volonté on veut faire ce que l'on veut. Ok. Ils pensaient qu'ils étaient taxés de manière injuste, sans pouvoir décider comment l'argent était utilisé. Bon, c'est ça, donc pas de pouvoir politique, pas de représentation, pas de participation politique, pas de représentation politique auprès du Parlement britannique. De plus, de nombreux colons pensaient que leurs conditions économiques étaient limitées par les politiques mercantilistes britanniques. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Un empire, c'est un ensemble de monopolies. Donc, un empire, c'est une machine qui tourne à générer des produits, à générer du profit. Donc, quand on met un empire en place, c'est parce qu'il y a un empereur à la tête ou un roi. Et le roi, on l'a aidé à mettre cet empire en place. Quand les gens vous ont aidé à faire quelque chose, il faut les récompenser, il faut les enrichir. Donc l'idée, c'est qu'on donne des monopoles. C'est pour ça qu'on voit le monopole du thé, le, 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 le- le monopole ce qu'ils appellent des matières en soie, là, les inderies, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et donc l'idée, c'est que les échanges comme ça entre les différentes parties de l'empire sont organisés en monopole. Donc, ce qui fait que les gens dans les colonies
ne sont qu'un rouage du système. Ils ne sont pas ils n'ont pas la main mise sur le contrôle du système. Ils ne sont qu'un rouage. Donc il y a aucune possibilité pour eux. Ce sont juste des outils. Donc à partir de là, peu de il y a peu de d'opportunités, d'émancipation ou de prospérité en tant que telle. Alors que les colonies américaines sont très, très riches. Quand on considère les terres et autres, c'est très, très riche. En revanche, la Révolution française était motivée par un sentiment beaucoup plus profond d'inégalité sociale depuis 1000 ans. La plupart des Français vivaient dans la pauvreté, pendant que l'aristocratie et le clergé menaient une vie de luxe. C'est ça la disparité. La disparité, c'était pas que les gens vivaient un peu moins bien, c'est que les gens vivaient dans la pauvreté la plus confondante. Les autres vivaient, ripaillaient, vivaient la grande vie, comme vous pouvez imaginer aussi les excès que ça pouvait engendrer. Ok. Le ressentiment a vraiment éclaté lorsque le tiers-État, qui regrouperait tous les citoyens non privilégiés, a été exclu de la participation politique. Donc c'est l'Assemblée, c'est la fameuse, les États généraux. Et les États généraux, on leur dit, bah non, vous allez voter par ordre et pas par tête, donc vous n'aurez aucune voix. On va voter des taxes, vous allez payer les taxes et vous allez la boucler. Et là, ils ont dit, bah non, c'est plus possible. Après 1000 ans, c'est plus possible. Maintenant, les aspects économiques du financement d'une révolution. Qu'est-ce que ça induit? La révolution américaine a été financée de différentes façons. Comme vous pouvez le voir, comme emprunter de l'argent à des puissances étrangères, comme la France, qui est le plus gros pourvoyeur de soutien militaire et financier, et mettre de la monnaie en papier, donc c'est aussi, et imposer des taxes. Donc, naturellement, la révolution américaine, la guerre d'indépendance, on a taxé les gens, parce que, comme dans toute civilisation humaine, dans l'Antiquité, dans la Grèce ancienne, dans la Rome antique, comme dans l'Égypte antique, on donne une infrastructure aux gens, on les fait payer pour l'infrastructure. C'est le cas toujours aujourd'hui. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada, ou en France, ou en Belgique, il y a une infrastructure et vous payez des taxes. Ok. Maintenant, vous en payez beaucoup plus en France qu'ailleurs, mais ça, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, le Congrès continental qui dirigeait les colonies en rébellion avait du mal à récolter des fonds pendant toute la guerre. Toute la guerre, ça a été une galère, sans nom, pour les équipements, pour les armements. Donc, encore une fois, je le redis, hein, sans l'appui de la France, fallait oublier, hein. Il n'y aura jamais eu d'indépendance américaine. Ok. Par contre, la Révolution française a été financée de manière différente. Les révolutionnaires ont pris les biens de l'Église, donc c'était le plus grand possesseur terrien en France. Tous les biens de l'Église, c'est la constitution civile du clergé. Et on les a vendus pour générer des formes de revenus. Ils ont également émis des assignats. Donc l'assignat, c'est une forme de papier-monnaie, équivalent des billets aujourd'hui, qui naturellement, très rapidement, a perdu sa valeur à cause de l'inflation. On pense à la monnaie américaine aujourd'hui, par exemple. Enfin, la France a reçu de l'aide étrangère de la part d'autres pays qui ont soutenu la révolution. Ok. Donc on peut voir qu'il y a une différence dans le contexte social, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, et les réalités économiques aident à expliquer le caractère unique de chaque révolution qu'on verra à la fin de cette partie. Ok. Donc la Révolution française visait surtout à obtenir l'indépendance politique, économique aussi, parce qu'on cherchait des opportunités, tandis que la Révolution française est un bouleversement social et économique beaucoup plus radical. C'est qu'on cassait tout ce qui existait depuis 1000 ans. Donc je vous laisse imaginer si ça veut dire vivre dans une situation depuis 1000 ans et du jour au lendemain, vous voulez tout casser, sans pour autant comprendre qu'est-ce que ça induit de tout casser, quelles sont les ramifications de ce que ça veut dire de tout casser. Donc, en résumé, on peut dire que étudier le contexte social, les conditions de vie, les aspects économiques de ces révolutions permet de mieux comprendre leur origine et les futures conséquences. Les futures conséquences sont vraiment différentes. Vous allez voir que les conséquences, ça n'a rien à voir d'un côté à l'autre. Même s'il est originellement, on peut trouver des points de convergence, mais beaucoup moins dans les conséquences. Ok. Les Amérindiens et la Révolution française, ça c'est un sujet qui, moi je l'ai dit dans la partie 2 en anglais, je dis que pour nos amis, pour nos frères et sœurs américaines, là, américains et américaines, ils vont pas être très contents, mais c'est important de mettre ça en perspective. Le rôle des Amérindiens dans la Révolution américaine est souvent négligé et mitigé, parce que c'est complexe, et parce qu'il y a les nations autochtones qui ont des expériences diverses, qui n'étaient pas toutes identiques. Donc, c'est pas un tissu ethnique
homogène, c'est vraiment hétérogène. Il y avait différentes tribus avec des relations variées avec les colons et avec les Britanniques. Certaines tribus se sont alliées avec les Britanniques et pour protéger leurs terres et leur mode de vie, parce qu'ils pensaient que finalement les Britanniques peut-être repartiraient. Par exemple, la Confédération des Iroquois a soutenu les Britanniques. Ok. D'autres tribus comme les Delaware et les Shawnee ont d'abord fait alliance avec les Français durant la guerre de 7 ans ou durant le début du conflit avec les Français, puis ont switché en ayant rejoint les colons pour contrer l'expansion britannique. Parce qu'ils se disaient, si on coupe l'expansion britannique, il y aura plus de blancs qui vont venir en fait. Mais malheureusement, ils continuent à venir en masse. Ok. Donc de nombreuses tribus ont essayé de rester neutres dans le conflit car elles ont compris les risques possibles en s'impliquant. Ils se disaient, non, quelles vont être les répercussions derrière. La guerre a eu un impact en réalité dévastateur sur les populations amérindiennes, peu importe leur position, britannique ou coloniste. Beaucoup ont perdu leurs terres, ont subi des pertes et ont fait face à une pression accrue de la part des Britanniques et des Américains combinés. La révolution américaine a été en partie. C'est la suite hein, de la guerre de 7 ans, où les colons et les alliés amérindiens se sont battus contre les Français et leurs alliés amérindiens. Donc, il y avait les mêmes factions qui se retrouvaient encore une fois. Des relations compliquées ont influencé le déroulement de la révolution et de ses conséquences. Ok. Donc, naturellement, les conséquences, vous allez les comprendre après, dévastateurs pour les Amérindiens. Ok. Et donc maintenant, si on regarde les colonies et les esclaves pendant la Révolution française, alors il faut dire que les conditions des Africains esclaves ont été un facteur important pendant la Révolution française. C'était des discussions vraiment importantes, hein. Donc on voulait se baser sur la Déclaration des droits de l'homme, mais en réalité, la participation directe aux événements pendant la Révolution a été très, très, très limitée. Le seul élément qu'on peut voir, c'est Haïti qui va se rebeller, mais on va en parler dans la partie numéro 3. La Société des Amis des Noirs a aidé à sensibiliser les gens à la situation des Africains esclaves et à plaider pour leur libération. Il y avait une vraie véhémence sur la volonté d'arrêter l'esclavage, que les gens vraiment considéraient complètement inhumain. Et qu'on l'a vu dans les racines du racisme, qui va rapidement évoluer au XVIIIe siècle vers un plus d'esclavage, mais on va évoluer vers un colonialisme. Il faut comprendre aussi que beaucoup de gens s'enrichissaient, hein, beaucoup de familles très très riches en France aujourd'hui ont basé leur fortune sur l'esclavage. Ils sont devenus extrêmement riches grâce à ça. Cependant, voilà, faut se souvenir que la Société des Amis des Noirs a été créée en 1788, s'arrêtera en 1791, mais les idées se sont vraiment propagées au sein de l'Assemblée nationale. Donc, en 1794, les idées se sont tellement propagées qu'on trouve naturel d'arrêter l'esclavage. Et en 1794. Et c'est là où on va trouver la culmination des idées de la Société des Amis des Noirs. Et donc, mais pourtant, leur influence sur le processus révolutionnaire global a été extrêmement faible. L'influence de la Société des Amis Noirs sur le processus révolutionnaire, absolument insignifiante. Ok. Donc, une mini-conclusion, alors que les révolutions américaines et françaises partagent une fondation commune face aux philosophes, aux idées philosophiques, il y a un plus grand désir de liberté, d'égalité. Leurs chemins divergent de manière significative. La Révolution américaine s'est principalement focalisée sur le fait de gagner une indépendance en face de l'Empire britannique et donc de retrouver cette forme de, de self-governance ou de se gouverner eux-mêmes lorsqu'ils l'avaient avant la guerre de 7 ans. Ce qui en fait, quand ils font la transition avec la guerre d'indépendance, c'est relativement stable. Comme le disait Issa 987, c'est relativement stable à cause de cette raison-là. Et ils évoluent naturellement vers une république démocratique. C'est naturel. Donc, par contre, en contraste, en France, la Révolution française est mue par des disparités sociales et économiques, qui est beaucoup plus un chemin tumultueux, marqué par des périodes de violence, avec le règne de la terreur, l'instabilité, les alliances qui shiftent politiquement. Et malgré ces différences, on peut dire que les deux révolutions ont laissé un impact important, mais que l'évolution vers une démocratie sera beaucoup plus houleuse du côté de la France et vers une démocratie qui sera beaucoup plus lointaine. Ok.
Là, on va devoir attendre quasiment 1848 pour avoir une vraie démocratie en France. Parce que pour moi, la Révolution française, c'est un mouvement qui appelle à la démocratie, mais qui ne trouve pas le chemin encore, ou la maturité pour trouver la démocratie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie 2. On se retrouvera dans la partie 3, et là, ça va être costaud. Mais ça va être très intéressant. Donc on va faire un deep dive sur tout ce qui s'est passé, les conséquences. Ça va être fascinant. Donc je vous retrouve dans la partie 3.